Bonjour à tous et bienvenue sur Barla Énergie Climat. Aujourd'hui, je vous propose de parler des deux contraintes carbone et des scénarios de transition énergétique possibles pour y faire face. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Dans un premier temps, j'aborderai les deux contraintes carbone, à savoir le changement climatique et la baisse d'approvisionnement en énergie fossile. Puis, dans une deuxième vidéo, je parlerai des scénarios de transition énergétique élaborés pour la France par RTE. J'analyserai ces scénarios, notamment sous les angles environnementaux et économiques. Et je conclurai par ce que je considère comme étant les deux piliers de la transition énergétique, et notamment comment chacun peut s'engager à son échelle. Commençons par la première contrainte carbone, à savoir le climat. Alors, quel est l'état actuel du climat aujourd'hui? Aujourd'hui, la température mondiale s'est réchauffée d'environ 1,1 degré. Et en fait, même 1,1 degré, c'est ce qui correspond à la moyenne entre 2010 et 2020, donc plutôt ce qui correspond à 2015. Aujourd'hui, on est plutôt en fait à 1,2 degré. Donc cette évolution des températures, on peut observer son évolution depuis 2000 ans. Ça a toujours varié, donc entre plus ou moins 0,5 degrés. Et donc là, ce plus 1,1, 1,2 degrés, on est vraiment sorti de la plage de variabilité et on est sorti à vitesse grand V. Et cette grandeur de 1,1 degré, c'est une moyenne, continent et océan compris. Mais sur les océans, le climat s'est moins réchauffé, on est plutôt à 0,9 degrés, alors que sur les continents, il s'est plus réchauffé, on est plutôt à 1,6 degrés. Et à l'échelle française, on est encore au-dessus, on parle de 1,7 degrés. Et à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un territoire plutôt continental, on est plutôt à plus 2 degrés, plus 2,2 degrés. Donc ça veut dire que quand on parle d'un réchauffement de plus 1,5, plus 2, plus 3 degrés à l'échelle mondiale, à l'échelle de notre territoire, on parle de température et de réchauffement plus élevés encore. Alors, pourquoi la température elle change? Eh bien, la température elle change parce que les activités humaines ont des impacts sur elle, notamment à travers des gaz à effet de serre qui réchauffent le climat et à travers des aérosols et autres pollutions qui le refroidissent. L'ensemble des gaz à effet de serre émis par les activités humaines saurait dû réchauffer le climat d'environ 1,5 degré. Mais puisqu'on a aussi émis de la pollution qui l'a refroidi, donc avec des particules fines en suspension dans l'air qui font en quelque sorte de l'ombre et qui empêchent les rayonnements solaires d'arriver, eh bien cette pollution refroidit le climat et donc en cumulé, en net, eh bien, les activités humaines ont entraîné un réchauffement du climat d'environ 1,1 degré. Ce qui est exactement pareil que le réchauffement observé. Et donc on avait aussi des impacts et des causes naturelles à ces variations de température, notamment les activités solaires et volcaniques, et puis la variabilité interne du climat, c'est-à-dire des transferts d'énergie de la profondeur vers la surface des océans, mais ce sont des processus cycliques. Donc en moyenne, leur impact est nul, et la fourchette de leur impact est faible comparée au réchauffement observé. Donc aujourd'hui, on peut conclure de manière robuste sur le fait que le réchauffement climatique observé à ce jour est exclusivement dû aux activités humaines. Ensuite, on a une décomposition de ces forçages thermiques par les différents types de gaz à effet de serre. Et donc le CO2, ce dont on parle le plus, c'est une bonne partie du réchauffement observé. Mais on a aussi le méthane qui a un poids non négligeable dans le réchauffement observé. Et donc maintenant qu'on sait que les gaz à effet de serre réchauffent le climat, donc ça c'est le concept de l'effet de serre, c'est-à-dire que quand on rajoute du CO2 ou du méthane dans l'atmosphère, ça va empêcher le refroidissement de la Terre par rayons infrarouges. Donc c'est un peu comme si on rajoutait une couverture sur un corps chaud perdu au milieu de l'espace. Donc plus cette couverture est épaisse, plus il va se réchauffer. Et donc qu'est-ce qui va se passer à l'avenir si on émet plus ou moins de gaz à effet de serre? Eh bien, ça, le graphe de droite, c'est l'évolution des températures depuis les 100 dernières années. Et donc si on arrêtait dès aujourd'hui d'émettre du CO2, mais qu'on continue à émettre du méthane, des aérosols et le reste, eh bien la température elle se stabiliserait progressivement, mais elle augmenterait encore très légèrement. Si maintenant on arrête d'émettre à la fois du CO2 et du méthane, eh bien la température va rapidement baisser et ensuite elle va se stabiliser. Et si on arrête d'émettre du CO2 et des aérosols, ben là il y a un réchauffement brutal
parce que les aérosols refroidissent mais en une courte durée de vie dans l'atmosphère, puis une stabilisation. Et donc dans l'ensemble, si on arrête toutes les émissions, à la fois CO2, méthane et aérosols, la température devrait augmenter un peu, baisser rapidement et se stabiliser. Donc voilà, ça c'est pour répondre un peu aux questions sur l'inertie climatique dont on entend assez régulièrement parler. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que tant qu'on émettra des gaz à effet de serre, la température va continuer à augmenter. Et donc la température ne se stabilisera que le jour où on sera neutre en carbone. Et donc le GIEC a proposé plusieurs scénarios d'émissions pour évaluer quelles en seraient les conséquences. Il y a une première famille de scénarios où on va plus ou moins rapidement baisser les émissions et atteindre la neutralité carbone, donc soit à l'horizon 2050, soit plutôt à l'horizon 2070. Donc ça, c'est les trajectoires compatibles avec l'accord de Paris. Après, il y a un deuxième type de scénario qui est plutôt ce qu'on pense qui va se passer si on respecte les engagements actuels. Donc c'est, on continue à émettre autant d'émissions chaque année jusqu'à environ 2050, puis on baisse progressivement et on est neutre en carbone vers 2100. Et puis il y a une famille de scénarios qui ne prend pas en compte de politique climatique du tout, et donc on crame autant de pétrole et de gaz et de charbon qu'on peut. Et donc là, on émet chaque année plus de CO2 et de gaz à effet de serre que l'année précédente. Alors, ces trajectoires d'émissions, elles se traduisent par des trajectoires d'évolution de température. Donc, la première trajectoire, donc la SSP 1-1.9, elle permet, donc on est neutre en carbone en 2050, et donc à partir de 2050, la température se stabilise et on reste à environ 1,5 degrés. La trajectoire suivante, on est neutre en carbone vers 2070 et on se stabilise à peu près 2 degrés. La trajectoire tendancielle, on arrive à un peu moins de 3 degrés en 2100. Et puis les trajectoires d'émissions élevées, en 2100 on est vers 4 degrés et on continue à augmenter de manière significative. Et puis on ne sera pas prêt de s'arrêter parce qu'il faut atteindre zéro émission nette pour s'arrêter. Maintenant, quel que soit le scénario d'émission, les 1,5 degrés, on les atteindra de toute façon aux alentours de 2030. La seule question, c'est est-ce qu'on va se stabiliser à 1,5 degrés ou est-ce qu'on va continuer à augmenter significativement et durablement. Cette relation entre les émissions et la température, elle se matérialise par ce qu'on appelle le budget carbone. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre les émissions cumulées de gaz à effet de serre, et notamment de CO2, et le réchauffement de la planète. Donc en gris et en noir, on peut observer l'évolution historique, à la fois de ce qu'on a émis dans l'atmosphère, donc environ 2000 milliards de tonnes de CO2, et le réchauffement observé, à peu près 1 degré. Et donc si on prolonge la tendance, bien selon ce qu'on continue à émettre dans l'atmosphère jusqu'à ce qu'on soit neutre en carbone, eh bien on peut à peu près savoir où on tombera en réchauffement. Donc l'ordre de grandeur, c'est tous les 1000 milliards de tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère, on se réchauffe d'à peu près un demi-degré. Ça veut dire que si on définit une température qu'on ne veut pas dépasser, par exemple 1,5 degré, eh bien on peut regarder et à peu près savoir combien de tonnes de CO2 on a droit d'émettre jusqu'à la fin du siècle et même jusqu'à la fin des temps. Donc pour 1,5 degré, eh bien ce budget carbone, c'est entre 300 et 900 gigatonnes. Donc il y a une certaine incertitude sur ce budget. Et donc voilà, on peut dire que grosso modo, si on veut rester sur 1,5 degrés, on a droit à 500 milliards de tonnes à peu près de budget. Sachant qu'on en émet 40 des milliards de tonnes tous les ans, eh bien ça veut dire que, en gros, au rythme actuel, dans les années vers 2030, on aura cramé le budget pour rester sur 1,5 degrés. Ça veut dire que si on veut rester sur 1,5 degrés, soit on continue à cramer comme aujourd'hui jusqu'en 2030, à 2030, eh bien, on arrête d'un coup. On passe donc de 40 à 0, ce qui est totalement impossible. Soit on entame une décroissance progressive, et en gros, il faudrait que vers 2030, on ait atteint la moitié du chemin. Donc voilà, pour 2 degrés, le budget il tient jusqu'en 2050 au rythme actuel. Ça veut dire qu'en 2050, pour être sur une bonne trajectoire, il faudrait avoir déjà divisé par 2 nos émissions.
Voilà pour ce qui est de la première contrainte carbone. Si on veut préserver un environnement à peu près vivable, eh bien il faut que la température se stabilise à une valeur à peu près correcte et donc on soit assez rapidement neutre en carbone. Donc ça c'est la première contrainte carbone. Après, il y a une deuxième contrainte carbone qui va concerner la disponibilité des énergies fossiles. Donc même si on n'avait aucun intérêt, aucune envie de s'occuper du climat, eh bien pour des raisons géologiques, on ne peut pas éternellement cramer autant de pétrole et de gaz qu'on voudrait. Commençons par quelques ordres de grandeur. Sur ce graphe, on peut voir depuis 30 ans, donc depuis 1990, quelle a été l'évolution de la consommation d'énergie primaire de chaque type d'énergie, à savoir la biomasse en vert, donc on consomme plus de biomasse aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Le charbon en noir, eh bien on consomme plus de charbon aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Le pétrole, et on consomme plus de pétrole aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Le gaz, on en consomme plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Et puis l'hydraulique, le nucléaire, l'éolien et puis les autres énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, qui sont aujourd'hui une part très minoritaire du mix énergétique. Donc là, depuis 30 ans et même depuis toujours, à chaque fois qu'on a développé de nouvelles énergies, elles se sont ajoutées aux énergies précédentes et on n'a jamais réduit l'utilisation d'une quelconque énergie. Donc aujourd'hui, le mix énergétique, il ressemble à ça. On a 80% d'énergie fossile, donc avec 27% charbon, 29% pétrole, 24% gaz. Après, on va avoir à peu près 10% de biomasse, et puis un peu d'éolien, de nucléaire et d'hydraulique. Donc l'ampleur de la tâche pour supprimer toute cette partie fossile, elle est énorme. Alors, si on regarde un peu le pétrole. Dans les années 90, les 16 pays qui étaient les principaux fournisseurs de l'Union européenne en pétrole, ils représentaient 2 tiers de nos importations. Aujourd'hui, ils représentent 95% de nos importations. Donc autant dire que si on veut savoir comment va évoluer les importations de pétrole possibles en Union européenne, eh bien se concentrer sur ces 16 pays, c'est une assez bonne approximation. Donc ces 16 pays, leur production a considérablement augmenté entre 1950 et 1980. Puis elle a baissé, elle a réaugmenté un peu. Et depuis 2008, leur production de pétrole conventionnel, elle est stabilisée. Par contre, leur production totale a continué à augmenter, grâce notamment au pétrole de schiste américain. Donc le pétrole de schiste, ça consiste non pas à faire un trou pour récupérer du pétrole, mais à faire un trou, envoyer de l'eau sous pression pour casser de la roche-mère qui contient du pétrole et ensuite récupérer le pétrole. Donc c'est beaucoup plus problématique en termes d'environnement, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher. Mais c'est une technique possible pour aller chercher du pétrole. Donc à l'avenir, ce graphique et le rapport associé, ça a été fait par le Schist Project et des experts de Total, qui s'y connaissent donc pour pouvoir estimer un peu l'évolution de la production de pétrole dans des puits et sur des territoires pétroliers. Donc à l'avenir, dans tous les scénarios, la production de pétrole de ces pays-là va baisser, et elle va baisser significativement. Il y a une incertitude sur ce qu'on va réussir à faire en pétrole de schiste, mais dans l'ensemble, tout va baisser. Et les ordres de grandeur, c'est une baisse d'environ 10% d'ici 2030, une baisse de 30% d'ici 2040 et de 50% d'ici 2050. Donc ça, c'est pour des raisons géologiques. La production de ces pays-là ne peut pas augmenter, elle ne peut pas se stabiliser, elle va forcément baisser, même si on a envie de la prolonger. Et donc si dans ces 16 pays, la production est divisée par 2, il est assez intuitif et logique qu'ils vont prioriser l'utilisation de ce pétrole pour leurs usages internes, et donc qu'ils vont réduire leurs exportations beaucoup plus qu'ils vont réduire leur production. Ça veut dire que la disponibilité du pétrole en Europe d'ici 2050, même si on veut continuer à en avoir, eh bien, elle va fortement diminuer. Donc contraint ou forcé, il va falloir qu'on se sauve du pétrole. Passons au gaz maintenant. Le Schist Project a aussi fait un rapport sur l'approvisionnement futur en gaz de l'Union européenne. Il a fait ce rapport avec Rystad Energy. Et la première des choses qui se sont posées comme question, c'est quel va être le futur de la demande de gaz de l'Union européenne, dans un contexte de sortie du charbon notamment. Et il y a plusieurs scénarios qui ont été imaginés. Le premier, donc en pointillé rouge, c'est le scénario Repower EU de la Commission européenne, donc qui consiste à être vraiment très ambitieux sur les objectifs climatiques, mais vraiment très très ambitieux. Le deuxième, en jaune, c'est un scénario compatible avec la trajectoire Fit
for 55, donc qui consiste à réduire de 55% les émissions entre 1990 et 2030, ce à quoi l'Europe s'est engagée. Et puis ensuite, en orange, c'est ce que Reichstad considère comme étant crédible comme trajectoire de l'Union européenne, en tout cas comme demande. Cette demande, ça ne veut pas dire que ce sera ce qui sera consommé, mais ça veut juste dire que si l'offre n'est pas en face, eh bien, ça se traduira par de la pénurie. Voilà pour la demande prévue. Et maintenant, la question, c'est est-ce que cette demande, on a les moyens de la satisfaire? Donc, pour satisfaire la demande de gaz, il y a 4 possibilités. On peut avoir en gris du gaz qui vient par gazoduc de la Russie. On peut avoir en jaune du gaz qui vient par un gazoduc d'ailleurs, que ce soit de l'Algérie, de la Norvège ou d'autres pays. Puis après, on peut avoir en bleu clair du gaz naturel liquéfié, donc le fameux GNL, donc qui vient par bateau, et il faut des terminaux méthaniers pour le récupérer. Et puis enfin, on peut avoir aussi du gaz qui vient de l'Union européenne. Donc il y a des pays, notamment les Pays-Bas, qui produisent du gaz. Donc ce qu'on peut observer, c'est que la production endémique de l'Union européenne, elle a baissé fortement ces dernières années et elle ne va pas réaugmenter. La production, le gaz qui nous est fourni par la Russie, il a fortement baissé en 2022. Là pour l'instant, je crois qu'il n'y en a plus qui passent, ou presque pas. Et c'est clairement pas garanti que les contrats qu'on a passés avec eux, ils seront satisfaits. Parce que pour ça, il faudrait une infrastructure de transport. Et Nord Stream 1 et 2 ont été sabotés, donc ça paraît assez compliqué. Donc il vaut mieux pas trop y compter sur ces contrats de gaz russes qu'on avait planifiés. Après, donc là, on essaie de faire un peu ce qu'on peut avec la Norvège, l'Algérie, d'autres pays qui pourraient nous approvisionner en gaz. Et on mise sur le GNL. Et donc si on somme tout ce qui nous paraît disponible à l'horizon 2030, voire même à l'horizon 2025, tous les contrats qu'on a sécurisés, eh bien ça ne suffit clairement pas à satisfaire la demande estimée. Ça ne suffit même pas à satisfaire le scénario Fit for 55. Donc là, il y a clairement une pénurie de gaz qui se profile et qui serait durable. Sachant que ces approvisionnements, vu que nous, on ne les a pas sécurisés et qu'on est en concurrence, notamment pour la partie GNL, on est en concurrence avec l'Asie, bien c'est au plus offrant. Et l'Asie, eux, ils ont sécurisé leur approvisionnement en gaz à l'horizon 2025. Les Chinois, 100% de sécurité pour 2025. Nous, on a sécurisé 60%. Donc c'est surtout à ce niveau-là, sur la sécurité, la sécurisation des contrats d'approvisionnement en gaz, que ça va poser problème. Donc le vrai point d'attention sur le gaz, c'est vraiment le GNL. Donc ça va être la variable d'ajustement. Et la consommation de GNL, elle est en concurrence entre l'Europe et l'Asie, et puis le reste du monde. Et ce qui est intéressant et important de savoir, c'est que les importations de gaz en Asie, eh bien, il y a une dizaine d'années, il n'y en avait presque pas, parce que l'Asie produit du gaz et en consomme, et il est à peu près équilibré. Mais avec la volonté de sortir du charbon et la croissance économique sur place, eh bien, la consommation de gaz a fortement augmenté. Aujourd'hui, l'Asie consomme autant de gaz, importe autant de gaz que l'Europe. Et ces importations de gaz en Asie vont continuer à fortement augmenter et vont complètement exploser. Et donc, il va falloir se répartir et se partager le gâteau entre les Européens et les Asiatiques, et puis le reste, notamment pour ce qui concerne le GNL. Et du GNL et du gaz, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Et au bout d'un moment, on va quand même aussi atteindre un pic de production du gaz et le volume global va diminuer. Donc aujourd'hui, la production de gaz conventionnel a déjà plus ou moins atteint un plateau, on devrait y rester. Et la production de gaz mondial continue à augmenter uniquement grâce au gaz de schiste. Mais pareil, le gaz de schiste, il va finir par atteindre son pic vers environ 2035. Et à l'horizon 2050, il y aura une décroissance de la production du gaz qui est contrainte par des raisons géologiques. Donc tous les projets de transition par du gaz, eh bien, il faut aussi un peu les revoir, parce que le gaz, il n'y en aura pas des quantités infinies. C'en est fini pour cette première partie sur les 2 contraintes carbone. Il va falloir réduire les émissions de gaz à effet de serre, et notamment notre consommation d'énergie fossile, à la fois pour des raisons climatiques et pour des raisons géologiques. Donc maintenant, la grande question, c'est comment fait-on ? Eh bien, pour répondre à cette question, je vous invite à visionner la deuxième partie de cette vidéo
qui aborde les scénarios de transition énergétique à l'horizon 2050 pour la France. À de suite!